L'univers de Ravel, c'est d'abord l'univers de la danse. En effet, dans presque toute la production de Ravel, on trouve des danses de maintenant, des danses d'avant, des danses d'ici, des danses d'ailleurs. Des rigodons, des forlanes, des menuets, des valses, des pavanes, des blues, des foxtrots, des habaneras, des boléros, le fameux boléro. Si Ravel est tellement sensible à la danse, c'est qu'au fond, c'est un peu un musicien anti-romantique. C'est-à-dire que ce qui l'intéresse, c'est la peinture, le dynamisme, le rythme, plus que l'émotion romantique, l'émotion subjective. Parmi toutes ces danses, d'abord les danses françaises, celle qui est la plus à la mode à son époque, la valse. Je pense par exemple aux valses nobles et sentimentales, dont il a emprunté le titre à Schubert, puisque Schubert avait fait une série de valses nobles, une série de valses sentimentales. Eh bien, Ravel compose des valses nobles et sentimentales. En voici une à 3 temps, évidemment, comme il se doit, comme toute valse. Petite valse dans l'aigu, très légère, très délicate, comme un souvenir de valse. Toujours à 3 temps, le menuet, par exemple, le menuet d'une suite pour piano qui s'appelle le tombeau de Couperin. Et la danse, pour Ravel, c'est un très bon moyen de voyager. Car, je vous l'ai dit, Ravel peut utiliser aussi bien une danse de maintenant qu'une danse du passé, mais aussi une danse d'ici ou une danse d'ailleurs. Il y a à l'époque 3 exotismes qui ont cours, et le premier, c'est évidemment l'exotisme américain. C'est les débuts du jazz, une influence du jazz sur les musiciens français. Debussy écrit par exemple Le Petit Nègre ou Golliwogg's Cakewalk, aussi une influence des musiciens savants sur le jazz. Ravel, par son harmonie, va beaucoup influencer un certain nombre de musiciens de jazz. Et Ravel, donc, aime beaucoup passer ses soirées et traîner dans les cabarets de Saint-Germain-des-Prés. Et il va écrire plusieurs morceaux directement inspirés du jazz, notamment dans L'Enfant et les Sortilèges, mais aussi pour le second mouvement de sa sonate qui s'intitule Blues. Ce mouvement est étonnant parce qu'il est écrit pour violon et piano, mais finalement, il voudrait faire entendre, en quelque sorte, un banjo et une sorte de saxophone, c'est-à-dire que dès le départ, le violoniste fait entendre des sons pincés, des pizzicato qui imitent évidemment le banjo, et puis c'est le piano qui reprend lui-même ce petit accompagnement de banjo, tandis que le violoniste fait entendre une sorte de complainte, de mélopée, on dirait un vieux noir un peu saoul de Harlem qui se plaint et qui fait... Vous verrez, c'est très parlant. Tout de suite après, une chose dont raffole Ravel, ce sont les boîtes à musique. Il n'a jamais quitté le monde de l'enfance. Et vous verrez, dans l'aigu du piano, une petite boîte à musique qui vient faire diversion. Et juste après, une sorte de foxtrot à 4 temps qui vient conclure cette première partie. Donc dans l'ordre, le banjo, la boîte à musique et le foxtrot à 4 temps. Je vous laisse entendre.
En dehors de l'influence du jazz, un deuxième exotisme, plus ancien celui-là, l'Espagne. L'Espagne, depuis Rimsky-Korsakov et son capricieux espagnol, c'est un peu le bon sauvage à portée de main. Et les musiciens français vont particulièrement aimer l'Espagne. Debussy, Ravel surtout, vont écrire beaucoup d'œuvres hispanisantes. Ravel écrit L'heure espagnole, qui est un petit opéra de poche. Il écrit également la Rhapsodie espagnole pour orchestre. Et enfin, cette habanera, qui est une danse un petit peu ornementale. Souvenez-vous du rythme fondamental, du rythme de base de la habanera qui fait pam, 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 pam. Ça vous rappelle? L'amour est enfant de bohème, il n'a jamais connu de loi. C'est de Bizet. Non, justement, ça n'est pas de Bizet, ça fait partie de Carmen. Mais Bizet avait pris une habanera traditionnelle espagnole pour faire ce qui a été un de ses plus grands tubes avec Toreador. Et Bizet, justement, a réveillé un petit peu la conscience espagnole. Les compositeurs espagnols de l'époque qui n'écrivaient que des zarzuelas, c'est-à-dire des sortes d'opérettes un petit peu bon marché, et Falla, Granados, Albéniz, etc., se sont mis à vouloir produire de la musique authentiquement espagnole. Ils vont établir des liens très importants avec les musiciens français. Il va y avoir vraiment un échange à la fois artistique, intellectuel, amical entre les musiciens français et les musiciens espagnols. Donc cette habanera, avec ce rythme caractéristique, pam, tilam, pam, pam, qui en fait est exactement le même rythme que celui de la comparsita, c'est-à-dire un tango, considéré que la habanera est un peu la grand-mère du tango. Et dans cette pièce qui s'appelle pièce en forme de habanera, eh bien c'est une pièce qui peut être jouée par n'importe quel instrument, la flûte, la clarinette, le violon et maintenant le violoncelle avec ses mélopées orientalisantes, ses souples arabesques, mais toujours le piano qui lui fait entendre le rythme. Pom, 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 pom.
il existe un troisième exotisme à l'époque qui est très prisé des salons bourgeois. C'est les chinoiseries, les japonaiseries, les petits bibelots qu'on met dans des grandes vitrines. D'ailleurs, dans la pièce Laidronette impératrice des pagodes, qui est une des pièces de Mamerlois, là encore, on trouve une espèce de Chine de pacotille, mais très amusante, avec cette gamme de 5 notes, qui évidemment est une simplification de la musique chinoise, qui est plus subtile, mais qui quand même reprend en gros l'échelle de la plupart des gammes chinoises. Et c'est cette échelle que l'on va retrouver dans ce petit thème adorable dans l'aigu. C'est très facile à faire. Il suffit de faire les touches noires sur un piano et le texte nous dit de Madame d'Aulnoy, elle se déshabilla et se mit dans le bain. Aussitôt, pagodes et pagodines, je ne savais pas qu'il y avait des pagodines, pagodes et pagodines se mirent à chanter, à jouer des instruments. Tels avaient des théorbes faits d'une coquille de noix, tels avaient des viols faits d'une coquille d'amande, car il fallait bien proportionner les instruments à leur taille. Mais Ravel, en dehors de ces trois exotismes à la mode, le jazz, l'Espagne et la Chine, va également s'intéresser aux musiques populaires de tous les pays, car il va beaucoup aimer harmoniser, c'est-à-dire écrire des accompagnements pour des mélodies populaires, qu'elles soient italiennes, espagnoles, grecques ou même hébraïques, puisqu'il écrit l'accompagnement de plusieurs mélodies hébraïques, l'une des plus célèbres étant le Kaddish, la célèbre prière des morts, qui est un chant liturgique du XIIe siècle. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Ravel étant très connu, on a fini par dire aujourd'hui le Kaddish de Ravel dans les programmes de concert, dans les disques, vous voyez marqué Kaddish de Maurice Ravel. À la vérité, cette longue mélopée très ornementale n'est pas de lui, bien sûr, elle est traditionnelle religieuse, mais les délicats tintements dont il apparaît ont fait qu'on a fini par lui attribuer la paternité de cette pièce qui peut être ou chantée ou jouée par un instrument.